Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Teny a le plaisir de recevoir Karine Chavannes pour son recueil Perséide, paru sous le numéro 31 de la collection Les Chants de Jeanne. Un entretien mené pour vous par Marguerite Marie James, toujours aussi mystérieuse. Bonjour Karine, très heureuse de t'accueillir au Grenier Jeanne-Teny. Et donc nous allons te présenter, même si nous te connaissons quand même depuis longtemps, parce que tu n'es pas vraiment une nouvelle au Grenier Jeanne-Teny, même si les dernières années on ne t'a pas beaucoup vu. Donc, lors de la préparation de cette présentation, tu as immédiatement parlé du décès de ta maman, survenu alors que tu avais 40 ans, en précisant qu'il y avait bien eu un avant et un après. Mais je voudrais quand même qu'on revienne un peu en arrière. Et ça pour comprendre de quelle manière ta maman avait à ce point marqué ta vie, d'une manière aussi particulière et aussi forte. Voilà, je t'écoute. Donc j'ai grandi dans une grande maison. Au rez-de-chaussée vivaient mes grands-parents maternels. Je vivais avec mes parents, mon frère aîné, mon frère jumeau et ma sœur plus jeune au premier étage. On vivait ensemble, les grands-parents et nous. Bon, on était à des étages différents, mais il n'y avait pas de porte. Donc on circulait librement dans toute la maison. Papa était commerçant, il était tailleur pour hommes. Il tenait un magasin à Liège et il partait travailler 6 jours sur 7. Il partait à 8h30 et rentrait à 19h30 le soir, évidemment. Maman était mère au foyer. C'est elle qui organisait la vie à la maison avec tout ce que cela demande d'attention et d'organisation. Il y avait une proximité avec mes grands-parents qui pouvait parfois créer des tensions. On s'en doute quand des générations comme ça se côtoient. Je vous donne un exemple qui m'a marqué. Quand j'étais adolescente surtout. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe que mes grands-parents avaient, mais ils disaient « Tenez vos poules, je lâche mon coq ». Vous connaissez ça? Non? Ah, puis, vous connaissez, oui. Ils disaient ça. Mes parents étaient plus ouverts d'esprit et moi encore plus. Donc ça créait des tensions passagères. Mais à part ça, la cohabitation ne posait pas de soucis importants. Voilà. Voilà. Et tu vivais dans cette grande maison, était en ville? À Chênay. À Chênay. Donc à Chênay, c'était ni la ville ni la campagne, c'était une petite commune. Maintenant, ça fait partie du Grand Liège. Oui. Et donc, tu allais à l'école, je suppose? Oui. Et comment ça se passait à l'école? Eh bien, j'ai fait mes études primaires et secondaires dans l'école catholique, à l'école catholique. J'ai fait mes humanités générales. Je suis d'abord allée en 6e latine. Mauvaise idée. J'ai eu un échec en latin. Ah oui, ça commence mal. Et donc, pour ne pas doubler, et pour ne pas aller en technique ni en professionnel, ce qui à l'époque était dévalorisant, on m'a fait passer en moderne. En moderne, j'avais des cours de maths, j'avais des cours de bio, de physique, de chimie, c'était les branches fortes. Du dessin géométrique, j'étais pas du tout douée. C'était vraiment pas mon truc, quoi. Donc, j'ai vraiment tiré ma scolarité jusqu'en réto comme un fardeau. Ah oui. Heureusement, après, j'ai poursuivi des études d'éducatrice à 1. Et là, j'ai bien réussi parce que je donnais du sens à mes apprentissages, puisque je voulais être éducatrice. Mais avant tes études d'éducatrice, tu étais donc en humanité moderne, mais je suppose que tu lisais quand même déjà, tu t'intéressais à des auteurs, à la littérature.
J'essayais d'abord, Marguerite, de m'en sortir avec tous les cours que je n'aimais pas. Donc je ne lisais pas beaucoup, non. Mais j'aimais la poésie. Bon, l'aréto, c'était la poésie, on disait. Hein. Et j'aimais beaucoup. Parce que je laissais les états d'âme des poètes résonner en moi. Et ces poètes, à travers leurs écrits, m'ont aidé à penser autrement. Ils m'ont ouvert un chemin vers moi-même et vers ma vraie nature. Oui, je pense que c'est en réto que Karine et la poésie a vu le jour. C'est ça. Et tu avais un auteur préféré? Non. Non, pas spécialement. Alors, pour continuer dans ta biographie, tu m'as dit qu'on t'avait appris à prendre soin des autres. Donc, d'où tes études d'éducatrice, je suppose. Ce « on », je suppose que c'est ta maman. Oui, ma maman m'a appris évidemment à prendre soin des autres. Maman était d'abord une épouse, une mère, une fille et puis enfin une femme. Elle était très coquette, mais pour les yeux de mon papa. Ah oui, d'accord. Mon choix d'études d'éducatrice ne vient pas de mon milieu familial, non. Il vient du fait que j'ai été longtemps dans les mouvements de jeunesse. J'étais au lutin. C'était pas encore mixte. Hein. C'était les filles séparées des garçons. Donc j'étais au lutin, puis j'ai été au guide, puis j'ai été longtemps cheftaine lutin. J'aimais ça. J'aimais les jeux, j'aimais la vie en collectivité, j'aimais organiser des choses. Et voilà, je pense que ça contribue à ce que je choisisse un métier où je puisse m'occuper de jeunes en dehors du cadre scolaire. Mais justement, parle-nous un peu de ce travail d'éducatrice. Quels étaient les jeunes dont tu t'occupais? J'ai travaillé très longtemps au centre d'accueil pour enfants. Donc c'est un centre qui accueillait des enfants victimes de maltraitance, donc soit issus d'un milieu violent, soit issus d'un milieu dont les négligences perturbaient le bon développement de l'enfant, quoi. Alors les enfants étaient placés chez nous pour une année maximum. Au terme de cette année, soit ils intégraient une famille d'accueil, soit ils retournaient dans leur famille avec un accompagnement social, soit ils allaient en maison familiale, comme on disait. Voilà. J'aimais bien ce métier-là. Je me sentais proche des enfants et en même temps fort différente. J'étais fort différente parce que j'avais une famille chaleureuse, une famille aimante, structurante. J'avais la chance d'être chez moi. Et différent parce qu'eux n'avaient pas cette chance-là. J'étais en institution, ce qui pour moi ne devrait pas être. Et voilà, un autre point que je voudrais dire, c'est qu'à l'école, je me sentais tellement en humanité, tellement différente et pas à ma place, que je me rapprochais de ces enfants qui pour moi ne devaient pas être à leur place là non plus. Voilà. Et donc, en fait, tu as dit donc, que ta maman disparaît quand tu as 40 ans. C'est un tournant dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Ben, quand un proche disparaît, même si on peut s'y attendre, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. On peut s'y attendre après une maladie, on peut se dire ben, ça va arriver, mais quand la mort est là, chacun fait avec ce qu'il est. Et moi, je dois dire, oui, la mort de maman m'a bouleversée. Et je me suis posé la question de savoir, tu as 40 ans, tu as déjà fait un petit chemin. Qu'est-ce que tu veux pour toi dans le temps qui te reste à vivre? Est-ce que tu veux aussi être une épouse, une mère, une fille, une femme, ou qu'est-ce que tu veux pour toi? Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il est temps d'approfondir la question. Parce que quand on est dans
on a une routine, hein, on suit la tradition, etc. Et ça m'a tellement bouleversée que je me suis dit, bon, halte là, qu'est-ce que je veux? Alors, sous les conseils d'une amie, j'ai lu des livres de Krishnamurti, qui est un penseur indien, dont l'idée maîtresse est de se libérer du connu pour créer du neuf. Et donc, j'ai créé du neuf. Je suis partie à plusieurs reprises à l'abbaye de Brialmont, si vous connaissez, sur les hauteurs de Tilf, pour me retrouver seule avec moi-même, avec un petit crayon dans ma poche toujours et un petit carnet sous le bras. Bon, là, j'ai été coupée du monde. C'était déjà créer du neuf parce que j'avais un petit garçon en bas âge et j'avais mon mari qui gentiment s'en occupait. Donc, voilà, c'était bien parce que... Et c'était déjà osé parce que quand on a un petit garçon de 3-4 ans, la maman qui part 3 jours à l'abbaye de Brialmont, ça peut faire bizarre parfois. Mais je l'ai fait et alors j'allais me promener là dans le parc, dans la nature environnante avec mon petit carnet, mon crayon. Et je me coupais de mes... Enfin, je laissais les pensées défiler. Il faut toujours un moment hein, pour se couper du mental. Alors, quand les pensées s'éloignaient, je me centrais sur mes sensations et je laissais mon attention se porter sur quelque chose. Et alors que je laissais mon attention se porter sur quelque chose, surprise, les mots venaient. Des mots auxquels je ne m'attendais pas, inattendus. Des mots dans des phrases courtes. Magnifiques. Je ne savais pas que je savais écrire. Et donc, cette expérience, je l'ai renouvelée plusieurs fois. C'est devenu un besoin. Et puis, maintenant, ça reste une discipline pour moi. Parce que ces moments où je me retrouve seule avec moi-même, mon carnet et mon crayon dans la poche, c'est une respiration pour moi dans le monde d'aujourd'hui. C'est très bien. Et comment as-tu vécu ton entrée en écriture, en poésie, notamment qui t'a amené à fréquenter le grenier Jeanne-Tony, par exemple? J'ai rencontré Émile Custemann. Tiens. Au marché de la poésie à Namur, où j'accompagnais Jacques Issoire, qui est un poète liégeois. Moi, je faisais le taxi, je n'étais pas poète. Enfin, un petit poète qui avait auto-publié, là, et qui allait discrètement au marché de la poésie avec le grand Jacques pour soumettre son petit manuscrit. Et là était Émile Custemann. Et donc, j'ai fait preuve d'audace, je lui ai tendu. Il a pris, il a lu et il m'a recontacté peu de temps après en me disant « Est-ce que vous pouvez venir chaussée de Wavre à la Maison des Écrivains? On pourrait se rencontrer et un peu discuter. » Ce que j'ai fait. On a échangé et il m'a dit « Il faut que vous veniez ici, à la Fleur en papier doré, là. » Dans le cadre des fêtes de la communauté française. Il y avait un rassemblement de poètes. Et donc, je suis allée, j'ai lu quelques textes. Et à cette animation-là, il y avait Piet Linken qui m'a dit « Ah, est-ce que vous ne voudriez pas venir au grenier Jeanne-Tony ?» Et donc, j'ai commencé à venir au grenier Jeanne-Tony il y a 10 ans, il y a plus maintenant, il y avait 15 ans. Hein. Voilà comment j'ai commencé. Je venais lire mes textes une fois par mois, là. Et voilà comment j'ai commencé. Voilà. Mais non seulement tu fais de la poésie, mais tu fais aussi des contes. Et tu présentes des contes. Explique-nous un peu dans quel cadre tu parles, tu présentes des contes et donc... Je fais partie de la troupe des Tout Contes Faits, qui est une troupe de conteurs qui a une veillée une fois par mois à Liège. C'est une veillée conviviale
Un peu comme Racontance ici sur Bruxelles, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et je fais partie de la Maison du Comte de Liège. Mais je ne fais pas de spectacle. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des spectacles, ni beaucoup de... Je n'aime pas trop qu'on fasse de l'esbrouf autour de moi. J'aime bien rencontrer les gens dans la simplicité, d'être. J'aime bien partager des émotions. Mais tiens, justement, partager des émotions. On va lire un texte où tu parles d'émotions dans ton recueil de Aujourd'hui à l'infini, page 15. Dans l'éloignement, je t'entends murmurer doucement « Je t'aime ». Je me sens proche de tes mots, comme de tes silences. Je me sens proche de toi et m'étonne de te confier au plus secret. Je t'aime. Tu as écrit aussi, tu as dit plutôt que créer, compter, écrire, c'est être en lien avec l'autre, avec la nature. C'est en lien avec vous et en lien avec moi. Parce que pour compter, c'est un peu comme maintenant. Il faut quand même être centré un peu sur soi pour ne pas raconter n'importe quoi. Donc, et je dois être aussi en lien avec vous, principalement quand je compte, par exemple, parce qu'il arrive fréquemment que des personnes interviennent. Donc, il faut être attentive aussi à ce qui se passe et pouvoir rebondir. Donc, c'est en lien avec l'autre, dans la simplicité du moment qu'on partage et en dehors du monde qui existe aujourd'hui, qui est basé sur la compétitivité, c'est ça, le conformisme, voilà. C'est rencontrer l'autre dans notre vraie nature, je dirais, dans notre humanité. Mais on peut illustrer ce que tu dis en lisant 2 textes des Chants de Jeanne, pages 8 et 21. Le point d'équilibre entre l'attachement et l'engagement solidaire est la joie intérieure d'une force naissante et de la paix du cœur, un indestructible lien. L'un crée un fragment d'invisible, l'indestructible lien, l'autre moi-même. Alors tu as dit aussi que c'est témoigner d'un monde visible et invisible. Oui, c'est témoigner d'un monde visible et invisible. Tu peux lire page 13 et page 20 ? Je cherche dans le noir la beauté d'un visage. Quand il fait nuit ici, le jour se lève ailleurs. Peut-on sourire de ne plus être en vie? Je ne sais pas. Quelle est la différence pour toi entre le monde visible et le monde invisible? Question piège. Le monde visible, c'est pour moi ce qui me limite. Le monde invisible, c'est tout ce qui est impalpable. C'est le monde des sensations. C'est un regard qui se croise. C'est les émotions qui naissent et qu'on garde pour soi. C'est notre vraie nature, en fait. C'est pour moi le plus souvent ce qu'on cache. Parce qu'on n'ose pas le dire, parce qu'on ne veut pas le dire, parce que ça ne se fait pas, parce que ça ne se dit pas. Voilà. Tu as dit aussi que c'est aller à l'encontre de la standardisation des relations humaines, comme tu l'écris dans ton recueil de l'Aujourd'hui à l'infini, page 32. Quand elle a vu leur tête penchée sur elle, elle n'a pas compris. Pourquoi est-elle là, couchée à même le sol? Ces visages autour d'elle, qui sont-ils? Les yeux éclairent la nuit. La vérité des hommes est éphémère, la conformité ignore l'absolu. Une vérité plus vaste et plus aimante demande à s'exprimer.
la route est longue. Mais ça explique bien, ça répond bien à la question, ça, je trouve. Oui. Mais écoute, tu es très modeste en général, mais je constate quand même que tu as publié pas mal de recueils. Hein. La voix de la plume, La clairvoyance de l'âme, Un livre à l'envers, Que le grain ne meurt, Quand la vie n'a pas de titre, Clarté dans un jeu d'ombre, etc., etc. Donc, il ne faut pas être trop modeste quand même. Tu m'as parlé d'un conte que tu aimerais nous dire, qui n'est pas trop long, j'espère, La part du gâteau. Mais avant que tu le lises, j'aimerais bien que tu nous parles, quelle est pour toi la différence entre la poésie et le conte? Qu'est-ce qui te parle dans l'un et qui est différent dans l'autre? Dans la poésie, donc, je vous expliquais comment je faisais. C'est une démarche intime, hein, quelque part. Le conte, c'est un autre travail. Dans la poésie, c'est un peu l'inattendu qui surgit. Dans le conte, j'écris une histoire, je la travaille pour la passer à l'oralité. Donc il y a quand même une part de mental beaucoup plus importante. Il faut que l'histoire soit cohérente. Il y a des buts, une fin, il y a la structure du conte qu'il faut respecter. Donc d'un côté, il y a l'intervention du mental, dans l'autre, il n'y a pas. Maintenant, au moment où par exemple maintenant, on revient à ce que je disais tantôt, il faut une présence à soi, à l'autre, comme dans le conte. Là, ça se rejoint. À la fois, c'est différent et à la fois, c'est fort semblable. Dans l'instant de rencontre, dans le partage, c'est quand même fort pareil. Voilà. Ah ben, donne-nous une part de gâteau. Ah. Des mots sucrés pour nourrir mon histoire, des mots venus d'un autre temps. Aujourd'hui, Violette se marie. Elle est jeune et jolie. Plus encore aujourd'hui, dans sa longue robe blanche, toute simple, joliment décolletée. Il faut dire que lui, Victor, il est pas mal non plus. Dans son costume bleu marine, dans sa chemise blanche, rehaussée par une cravate fuchsia. Il est jeune, élégant, athlétique. Aujourd'hui, Violette se marie. La maison communale, les futurs mariés, les témoins, les familles, les amis, le bourgmestre, son écharpe noire, jaune, rouge. Au mur, le portrait de Baudouin et de Fabiola. La maison communale, je l'ai dit. L'église alors. Sur l'autel, le bouquet de la mariée, des petites fleurs roses et blanches. 2 chaises, le curé bedonnant, la marche nuptiale. La 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 la. Enfin, la salle des fêtes. Une vieille scène au rideau rouge. Sur la scène, quelques instruments de musique, des guitares et des accordéons. Dans la salle, un vieux bar en bois, des tables disposées en U, des tables dressées et garnies de petits vases fleuris et de cœurs entremêlés. À la table d'honneur, les mariés. À côté de Violette, Papy Jules. C'est le plus âgé de l'assemblée. Il est heureux et fier, à côté de sa petite fille, souriante, resplendissante, dans sa robe d'un blanc éclatant. Après le tartare de saumon au confit de tomates et pommes vertes, après le suprême de pâte à dos aux épinards et aux pleurotes, le dessert, une pièce montée aux 3 chocolats.
pièces montées garnies de crème fraîche et de coulis de framboise. Gâteau présenté, gâteau découpé. Violette dépose devant Papy Jules sa part de gâteau. La mère de Violette intervient. « Violette, pour Papy Jules, pas de gâteau. Il n'aime pas. » Contre toute attente, Papy Jules se délecte de sa part de gâteau. Il la savoure. « Ben ça alors, papa, jamais je ne t'ai vu manger de gâteau. Jamais. D'ailleurs, je me rappelle bien quand j'étais petite, je nous revois, il y avait toi, il y avait maman, il y avait mes frères, il y avait moi. C'est vrai, du gâteau, on n'en avait pas souvent, on n'était pas bien riches, mais à chaque anniversaire, ah oui, ça on en avait. Et nous les enfants, ce qu'on aimait ça, on en voulait plus encore, mais il n'y en avait plus. Et toi, papa, toi, je me souviens, à chaque fois, tu nous tendais ton assiette et tu nous disais « Mangez les enfants, mangez. Papa n'aime pas les gâteaux. » Je disais ça, moi. Je m'en souviens pas. D'ailleurs, je reprendrai bien une petite part. Vous savez, il y a des cadeaux d'amour qui prennent des années avant d'être reconnus comme tels. Il suffit qu'un jour, un moment de tendresse vienne se poser sur un souvenir. Pour te demander donc de participer au chant de Jeanne et de nous envoyer des textes. Alors je voudrais bien savoir comment tu t'es organisé pour nous envoyer les beaux textes qui sont dans et ce qui t'a inspiré et pourquoi tu les as appelés les Perséides notamment. Eh bien, la plupart des textes ont été écrits suite aux inondations de juillet de l'année passée sur Liège. Et je n'ai pas directement été touchée par les inondations, mais ma famille bien. Ma nièce a été inondée, elle habite Theux, avec 2 petits-enfants, un compagnon. La maison était... les caves étaient inondées, le premier étage, enfin, le rez-de-chaussée était inondé, les voitures envolées si on peut par dire. le courant, entraînées par le courant, le jardin dévasté. Et donc, j'ai fait une expérience étrange à cette occasion. Donc, évidemment, on est allé aider une partie de la famille. Ils avaient des amis qui sont venus. On était une équipe, on était combien? 15-20 peut-être, hein, des connaissances. Je vais dire ça, avec mon cerveau, je dirais, c'est normal. Quand on aime bien quelqu'un, on veut l'aider, hein, et on fait ce qu'on peut pour lui venir en aide. Ce qui m'a beaucoup touchée lors de ces inondations, c'est les inconnus qui ont apporté leur aide. On était dans la boue, des mains aux pieds. On sortait, on pompait l'eau, on sortait tout ce qui pouvait être sorti des caves, des tiroirs et de tout. Et on ne prenait pas le temps de manger, on était dans une occupation sans fin, ça n'en finissait pas. Et des inconnus sont passés régulièrement avec des bons petits plats préparés dans la rue. Et ils nous disaient, est-ce que vous avez pour manger? Est-ce que vous voulez des pâtes? Est-ce que vous voulez des scampi? On a mangé à peu près toutes les 2 heures, pas longtemps, hein, mais des choses que les gens spontanément venaient nous donner. Et ça m'a touchée. Autre chose qui m'a touchée, c'est un petit jeune homme, là, quel âge est-ce qu'il avait? 17-18 ans. J'étais dans le jardin, il vient vers moi avec 6 grandes bouteilles d'eau. Il me dit, tenez, madame, voilà pour donner aux personnes, hein, si vous n'avez pas... Je ne m'attendais pas tellement à voir un jeune homme un peu
Un jeune homme de cet âge-là se préoccupait des gens qui étaient pleins de boue, quoi. Et donc, il m'a tendu le pack, là, et j'ai senti une petite larme couler le long de ma joue. Et il m'a regardé, il m'a dit, « Ne pleurez pas, madame, ça va aller. » Ça, alors là, voilà, mais sans ça, j'ai été touchée au cœur, ça a créé quelque chose en moi qui fait que ça allait ressurgir autrement. Et c'est ressurgi à travers ma poésie. Ce moment précis de la rencontre. Hein, en fait, j'ai écrit, je ressens une émotion, j'emmagasine, je laisse mûrir et puis pff, ça surgit lors de mes petites escapades. Les perséides, ce sont des étoiles filantes. Oui, ce sont des étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est des étoiles qui éclairent la nuit. Et je trouve que c'est bien à propos. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Si on revenait tous à notre part d'humanité, parce qu'à travers cette expérience que je viens de vous décrire, je me suis rendu compte qu'il est plus difficile de recevoir que de donner. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ben, on peut donner tant et plus, on est loin du chemin. Quand tu sauras recevoir avec humilité et gratitude, accéder à soi-même en lien avec l'autre, alors le monde sera sauvé. Donc, si on est tous des étoiles filantes dans la nuit, eh bien le monde sera plus lumineux. Mais justement, dans tes textes des chants de Jeanne, j'ai remarqué que, comme on dit, ça finit toujours bien. C'est-à-dire que c'est un peu après la pluie, le beau temps, ça finit toujours de manière optimiste. C'est pour ça que je demanderais bien à Baba de lire pages 7, 9 et 13. La vie nous blesse, la vie nous brise, la vie nous tue. Au cœur de nos déboires, l'irrationnelle voix d'une joie imprenable. Dans la simplicité et la fraternité, être le tisonnier des cœurs, la solidarité nous assure la dignité des rois. Je cherche dans le noir la beauté d'un visage. Quand il fait nuit ici, le jour se lève ailleurs. Voilà, et le temps, tu accordes beaucoup d'importance au temps qui passe, à la vie qui s'écoule vers la fin. Bah, depuis le décès de maman, oui, je me dis, tout peut changer tout le temps. Donc j'accorde de l'importance en gardant cette discipline par l'écriture ou par le conte, d'être centré sur moi en me disant, es-tu toujours juste avec toi-même pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Je suis venu écrire, me noyer d'immensité. Est-ce le temps du deuil, de la jeunesse et du passé? Je sais que la nuit va venir. Comment m'y préparer? Comment vieillir et accepter qu'il n'y ait rien à regretter? Voilà. Si je reste dans ma justesse, vieillir, on ne peut pas aller contre, hein, ou alors c'est pire. Hein, c'est qu'on est mort. Donc, puisqu'il faut s'y faire, ben autant s'y faire le mieux possible en restant le plus en lien avec soi-même, quoi qu'on devienne. Mais voilà, avant de terminer, je voudrais demander à Baba d'encore lire 3 textes des chants de Jeanne, pages 14, 15 et 19. J'ai emboîté ton pas pour explorer de moi une autre vie. L'intuition. Savoir qu'on sait sans oser le dire, avoir en soi la clé d'une prison dorée. Quand la nuit devient jour, donne-moi sans retour la joie d'aimer toujours, le matin qui se lève et la nuit qui descend. Merci Karine.
Alors, avant de terminer tout à fait, je me souviens que tu avais émis le vœu de lire un conte qui s'appelle Curieux Réveil, mais je ne sais pas si tu veux le faire, ou si tu veux demander à Baba de le lire. Tellement bien. En fait, c'est une autre manière de dire ce que j'ai dit aujourd'hui. Je l'ai dit à travers mes poésies ici. Ici, c'est à travers une histoire que j'ai écrite. C'est le même contenu, quelque part. Curieux réveil. Tant que le soleil se lèvera, le jour sera. Mon histoire se passe dans un pays où la mer côtoie le désert, où le désert côtoie les vertes campagnes, les forêts et les hautes montagnes. Mon histoire se passe dans un pays à nul autre pareil. Fermez les yeux, touchez-le du regard et laissez-vous emmener. Dans ce pays-là, il est un roi. Le roi et ses ministres voient dans le tourisme une opportunité de richesse. Des slogans apparaissent. Du désert à la montagne, il n'y a qu'un pas. Chez nous, évadez-vous. Ou encore, du désert à la forêt, de la mer à la montagne, parcours découverte. Chez nous, ressourcez-vous. Villas et hôtels de luxe, gîtes et maisons d'hôtes fleurissent partout dans le pays. Un jour, le roi meurt. Son fils accède au trône. Afin de se faire mieux connaître des habitants, il sillonne le royaume dans sa belle limousine noire, avec chauffeur bien entendu, arrêts, rencontres, échanges avec les citoyens, et le roi reprend la route. Le roi est heureux de l'accueil qui lui est réservé et ravi de la prospérité de son incroyable pays. Le roi est heureux de l'accueil qui lui est réservé et ravi de la prospérité en son incroyable pays. Seulement, voilà. Comme dans tous les pays, il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, il y a ceux qui en ont un peu, et puis de moins en moins, jusqu'à n'en avoir plus. Sur l'avenue, entre villas et hôtels de luxe, marche un homme pauvrement vêtu. Sans doute a-t-il déjoué la vigilance policière qui interdit aux plus démunis l'accès en ces lieux. Le roi l'interpelle. « Mais que fais-tu là, brave homme? Ton regard est triste. N'as-tu donc rien à espérer ?» Oh, je suis seul et perdu dans ce monde à la fois si prospère et si triste. Mon corps est mon royaume, et mon cœur ma fortune. Comment nourrir la vie? Troublé par ces propos, le bon roi dit à l'homme. Ton rêve est ma liberté. Veux-tu partager avec moi les richesses de ton cœur? En échange, je t'offrirai le gîte et le couvert. L'homme accepte. Après quelques services rendus, quelques moments heureux d'opulence, de partage et de joie, l'homme s'en va, personne ne le reverra jamais. Au palais, en apparence, rien ne change, pourtant rien n'est pareil. L'homme a marqué de son passage les cœurs endormis, révélé en chacun l'existence d'une filante étoile. Comment? Allez savoir. Essayez et vous saurez. Voilà, merci Karine, et on espère ne pas devoir attendre 10 ans pour te revoir au grenier Jeanne-Tony. C'est gentil, merci à vous d'être venu, de m'avoir écouté, merci de m'avoir invité. Et voilà, c'était pour moi une belle expérience. Et pour vous remercier de votre participation à ce bal et masques, Karine Chavannes, cette rose qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard, en vous remerciant. Et surtout, n'oubliez pas, à présent, c'est bas les masques.